Bonjour, merci beaucoup. Bon, il y a des gens qui se connectent, ça va se connecter progressivement. En tous les cas, merci à tous de participer une fois de plus à ce Zoom. L'idée, encore une fois, des Zoomatorus, c'est est très simple. La genèse est venue suite au confinement 1 et 2, où les gens nous disaient, en fait, ce qui est dommage, c'est on perd l'accès aux recruteurs, on perd l'accès à différentes personnes, et notamment en matière de réseau. Donc nous, on s'est dit très simplement, le jeudi midi, de midi à 13h, on va ouvrir une salle. Et l'idée, c'est vraiment un lieu d'échange. Il y a rien de, voilà, c'est vraiment un lieu ouvert. On va faire des échanges avec deux invités vraiment de très haut niveau aujourd'hui, puisqu'on a Christophe Rocky qui va se présenter et également Olivier Chaduto. Christophe, je laisse te présenter en premier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Marie vient de le dire, Christophe Coquilly, je suis professeur de droit à l'EDEC Business School où je dirige un institut qui fait à la fois de la formation, de la recherche et un certain nombre de projets actuellement en cours qui avancent bien sur le Legal Talent Management, qui s'appelle l'Augmented Law Institute. J'ai eu diverses fonctions à l'EDEC. J'étais encore il y a quelques mois le doyen du corps professoral et de la recherche, avec un peu plus de 100 professeurs. Voilà, donc ravi d'être parmi vous. Je ne vais pas faire plus long, parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Et Olivier, donc le fondateur de la société Day One, je te laisse également te présenter. Merci Marie, ravi d'être parmi vous. Olivier Chaduto, je suis le fondateur du cabinet Day One, comme tu viens de le dire, qui est un cabinet de conseil en management dédié aux professions juridiques et compliance. Donc on travaille avec à 85% avec les grandes entreprises et les ETI sur les organisations, les transformations et les digitalisations des directions juridiques et des directions compliance. Et puis l'autre pourcentage de clients, ce sont des cabinets, puisqu'on travaille aussi avec des cabinets d'avocats, des cabinets d'audit, des cabinets de conseil ou des notaires. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, je vais me présenter également en quelques mots. Donc, moi, je m'appelle Marion Brooke, je suis la fondatrice du cabinet de recrutement qui s'appelle Atorus Executive, donc qui est un cabinet dédié aux fonctions RH, juridiques, compliance, contract management et vraiment tout ce qui va être lié au juridique au sens large. On a une particularité, c'est qu'on intervient énormément sur les recrutements en urgence, donc où les clients font appel à nous pour des besoins immédiats. Et donc, on va intervenir tant sur la partie management de transition, mais également en CDI, avec toujours cette notion de réactivité. Pour bien commencer ce Zoom aujourd'hui, je voudrais faire un petit point sur les tendances du marché du recrutement. C'est un point, je sais que vous attendez tous. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, derniers mois? Alors, on va être très clair par rapport aux chiffres qu'on peut avoir et qu'on va vous donner aujourd'hui. Il faut tout de suite les pondérer parce que le contexte est très particulier. Donc, très clairement, on va vous donner les éléments, mais je pense qu'il faudra vraiment les mettre en perspective dans quelques mois avec ce qui va se passer. La première chose qui est intéressante, c'est qu'il y a eu le baromètre de l'APEC qui vient d'être publié pour le premier trimestre 2021. Il est sorti là en février. Alors, c'est assez intéressant parce que l'APEC, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent des cadres. Donc, c'est vraiment que les cadres. Ils ont appelé à peu près 2000 cadres et à peu près 1000 entreprises pour leur demander en fait les tendances qu'ils ont eues sur le mois de décembre, comment ils ont vécu leur dernier trimestre 2021 et qu'est-ce qu'ils voyaient sur comment ils sentaient 2021, enfin dernier trimestre pardon 2020 et comment ils sentaient les perspectives de 2021. Donc ça c'est ce qu'ils ont fait et en fait les résultats sont de différents niveaux. Premier élément il est très clair, c'est que l'année 2020 elle n'a pas été très bonne, voire plutôt mauvaise, mais et c'est aussi mon côté optimiste qui vous dit que ce n'est pas une année complètement noire, parce que oui, vous allez entendre, il y a eu une baisse de 40% des recrutements sur les cadres, c'est vrai, mais il y a quand même eu des choses positives qui en sont sorties. Nous, à titre personnel, sur Atorus Executive, l'année 2020, elle n'a pas été bonne par rapport à une 2019 qui a été exceptionnelle. On a à peu près 30% de baisse de recrutement, donc oui, c'est vrai, une baisse. Maintenant, on a appris beaucoup de choses, et c'est une année où je pense il y a de quoi apprendre une nouvelle manière de travailler, une nouvelle méthode aussi dans les recrutements, une nouvelle manière d'approcher son travail qui vont enrichir notre manière de travailler sur 2021. Si on prend un peu plus les détails, l'impact donc des confinements, évidemment, l'impact confinement 1 a été énorme sur le marché de l'emploi. Je vous donne un élément qui moi, m'avait énormément marqué. Sur les intérims, on était à une baisse de 70 à 80% des intérimaires sur le premier confinement. Sur ce qui était la partie cadre, on était à peu près à une baisse de 30 à 40% des recrutements également. Sur le deuxième confinement,
Il y a eu également un deuxième impact sur le recrutement où les clients nous ont dit: «Vous savez quoi? Je ne me rembarque pas dans un recrutement compliqué comme le confinement 1. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va juste postponer le recrutement. Donc on le déplacera de octobre à janvier». Donc résultat des courses, on a eu un impact, mais la magnitude de l'impact, il est moins fort que sur le premier recrutement. Et d'ailleurs, nous, hein, à titre, encore une fois, si on revient sur Atorus, on l'a vu très fortement. Début de première année 2020 avait été porté par 2019. Deuxième partie 2020, le confinement 1 nous a calmé mais pas arrêté. Et ensuite, la dernière partie d'année, donc septembre, on a été complètement à l'arrêt sur un plateau. Et par contre, à partir de mi-novembre, début décembre, c'est reparti. Et donc, dans les tendances qu'on voit sur le marché, donc si on prend l'APEC, eux, ils nous disent, côté entreprise, ils ont des perspectives de recrutement qui sont plutôt faibles sur ce début d'année, puisqu'ils disent c'est à peu près 10%, 10% d'entreprises qu'ils ont interrogées prévoyaient de recruter au moins une personne cadre sur Q1 2021. Si je vous fais une petite perspective par rapport à ce même baromètre en 2020, donc à la même date, eux, ils étaient, quand on interrogeait ces mêmes personnes, ils nous disaient il y a à peu près 60% d'intention de recruter l'année dernière. Donc, on est passé de 60% à 10%. Donc, c'est vrai qu'on voit quand même il y a une baisse mécanique. Et deuxième élément aussi qui est important, c'est que les clients les entreprises disent sur ces recrutements, nous savons que ces recrutements vont être compliqués à recruter. Il y aura une vraie difficulté de recrutement. Donc ça va être le deuxième élément sur lequel voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie évolution. C'est ce qu'on va appeler le paradoxe qui est en train de se mettre en place en ce moment, parce que côté entreprise, peu de recrutement et des recrutements stratégiques, on a un budget, on ne veut pas se louper, on peut avoir des restructurations en parallèle, donc quand on veut recruter, on s'assure que ce soit très bien fait. Et en parallèle, côté candidat, donc ça c'est le deuxième élément de ce qu'ils ont pu se rendre compte, c'est que 25% des cadres se sentent menacés dans leur emploi, ce qui n'était absolument pas le cas sur la période ISO en 2020. En 2020 d'ailleurs, on était en plein emploi du cadre, on était à peu près à 3% de chômage. Là aujourd'hui, on sent qu'il y a une menace quand même qui arrive. Mais alors, le paradoxe de là, c'est que quand vous les interrogez, il y en a 57% qui ne veulent pas bouger de poste parce qu'ils se disent bouger, c'est un risque. Donc ça, c'est vraiment le paradoxe que nous, on a, parce qu'il y a des besoins, on n'arrive pas à les pourvoir, il y a des candidats, mais quand ils cherchent, ils ne trouvent pas forcément leur parcours, et c'est une espèce de cristallisation des recrutements qu'on voit en ce moment. Moi, je veux quand même, mon côté optimiste, hein, vous me connaissez, me fait dire quand même, c'est pas si négatif, parce que, ok, il y a 57% des candidats qui veulent peut-être pas bouger, mais ça veut dire qu'il y en a 47 qui, eux, veulent, il y en a 47, pardon, il y en a 43 qui, eux, sont OK pour bouger. Et c'est cela auquel on va s'intéresser, bien évidemment, parce que peut-être qu'on est sur un plateau, peut-être qu'on est sur un moment de flottement, mais on n'est pas à l'arrêt. Et en tous les cas, si on va un peu plus maintenant sur les tendances, moi, ce que je peux vous dire sur 2021, elles ne sont pas si négatives que ça. La première tendance qui, pour moi, a été vraiment un marqueur de ces derniers mois et qui le sera en accélération, c'est la digitalisation du recrutement. On l'a vu, jusqu'à présent, c'était compliqué. On avait un petit peu peur de recruter via des entretiens en visio. Aujourd'hui, c'est complètement banalisé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est le premier élément, digitalisation. Deuxième élément, montée en puissance de l'intelligence artificielle dans les recrutements. Alors, ceux qui pensent que les robots vont remplacer les recruteurs, ça, c'est loupé. Par contre, ce qu'on peut voir comme tendance, c'est plutôt un impact fort de l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour simplifier et accélérer nos recrutements. Je vous donne un exemple concret. Sur des retours négatifs, la plupart des cabinets ne font pas de retour, ce qui fait que les candidats sont frustrés. Nous, à titre personnel, chez Atorus, on a quelqu'un qui va le faire, qui va passer du temps, c'est chronophage, c'est une énergie folle. Et je pense qu'à terme, on va trouver des solutions d'intelligence artificielle efficaces qui fonctionnent, qui nous permettront de faire des retours négatifs et accélérer et fluidifier et augmenter la qualité de notre travail. Ça, c'est la première grande tendance, digitalisation. Deuxième tendance, qui moi m'est chère et que je ne lâche pas, c'est ce qu'on appelle le candidate care.
on l'a vu, les candidats ont peur de bouger et on a cette espèce de besoin de donner du sens dans son travail. Donc, pour moi, les recrutements passeront par ça, par respecter les candidats. Donc ça, c'est le deuxième élément, le candidat de care. Le troisième élément, je ne peux pas le louper, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est la difficulté de recrutement. Moi, à titre personnel, on a eu beaucoup de postes qui ont été ouverts ces dernières semaines et on a des besoins qu'on n'arrive pas à pourvoir. Pourquoi? Parce que les clients ont des compétences qui sont très techniques et on reviendra dessus après, et on n'a pas forcément des candidats qui vont correspondre à ces besoins. Donc ça, c'est le vrai paradoxe qu'on a en ce moment, ce qui fait que ça rend les recrutements un petit peu moins fluides. Et enfin, le dernier élément qui va être lié à ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est l'évolution donc des compétences attendues. On l'a vu, hein, il y a des compétences techniques qui sont obligatoires, mais aussi on a des compétences, et là on va aller dans comportemental, des compétences soft skills qui sont de plus en plus attendues et on ne peut plus en faire l'économie. Donc ça nous emmène sur notre sujet thématique du jour, c'est l'évolution donc, des compétences concernant le juriste de demain. Est-ce que le juriste de demain peut rester quelqu'un de risque averse ou pas? Comment les entreprises vont comment on voit cette évolution, ce besoin d'évolution de la fonction juridique. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'échanger avec Christophe et Olivier sur ce sujet peut être une bonne idée. Voilà. Peut-être que Christophe ou Olivier, vous voulez réagir par rapport à ça? Non, pas pour. Enfin, je pense que moi, en ce qui me concerne, rebondir après avec la manière dont tu veux le dispatcher, l'organiser, justement sur cette première question de l'aversion qu'a dans son ADN ou pas le juriste, hein, quelle que soit la structure d'activité. Après, sur ce que tu viens de dire, vraiment très très brièvement, je pense que tu parlais de digitalisation, de prendre soin des candidats, etc. C'est vrai que, pardon, aujourd'hui, il y a ce phénomène de digitalisation qu'on voit d'ailleurs de plus en plus dans les postes qui sont ouverts pour des juristes, hein, là encore juristes au sens large. C'est un fait, c'est une réalité. Cette réalité sera encore plus forte dans l'avenir, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, à savoir que au bout du bout, comme on dit, ce qui va rester, ce n'est pas la technologie, puisqu'à un moment donné, tout le monde va être équipé à peu près au même niveau. Ce sont les talents des équipes, la façon dont ces talents vont être déployés, utilisés, coordonnés pour atteindre certains objectifs. Donc, demain, le talent sans les outils technologiques, ça va poser quand même quelques problèmes, mais la tech sans le talent, et en particulier dans le droit, elle n'a aucune utilité. Et si la seule promesse de valeur, c'est d'apporter de la technologie, ça ne va pas être suffisant. Donc voilà, c'était juste ma réaction rapide par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est finalement des capacités d'apprendre et d'adaptation. En fait, de toute façon, les technologies d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que demain. Donc, finalement, que quelqu'un accumule de la connaissance, c'est bien, mais en pratique, ça ne servira pas à grand-chose. C'est pareil que quand un candidat a une très bonne connaissance de technique du droit, c'est très bien et c'est important parce que sinon on ne le recrutera pas. Mais maintenant, ce que nous, on va rechercher en tous les cas en tant que recruteur, et mes clients, ce qu'ils attendent, c'est des candidats qui auront cette capacité d'adaptation et cette capacité de se remettre en cause et de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a dans les technologies d'aujourd'hui qui peut être intéressante? Et d'ailleurs, moi, c'est une question que je ne posais jamais il y a quelques années, mais aujourd'hui, quand je vais sur un entretien, ça peut m'arriver de dire, voilà, si vous êtes si on est sur un profil assez senior, même d'ailleurs plus junior, pour vous, quel est votre point de vue sur les legal tech? Est-ce que vous pouvez me citer une ou deux legal tech qui peut être pertinente? Ce que je n'aurais jamais fait il y a 2 ans. Et en fait, ce qu'on veut voir, c'est ce que la personne s'intéresse dans le monde dans lequel il est, quoi. Voilà. Olivier, est-ce que peut-être que toi, tu as une réaction par rapport à ça? Deux points de réaction. Le premier, aujourd'hui, je pense que ça ne surprendra personne. Les clients nous disent qu'ils n'ont plus de budget pour recruter et ils n'ont plus de budget pour acheter plus d'avocats. Donc, en fait, ceux qui ont de la chance travaillent à ISO budget.
ceux qui ont un peu moins de chance doivent réduire leur budget de 5, 10, 15, 20, 30%, et que, bien sûr, on espère tous que la libération va faire qu'on va retrouver une très très forte consommation des ménages, comme on dit, et donc une très forte croissance des entreprises. Mais en attendant, c'est pas un retour en arrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est justement se travailler différemment dont on est en train de parler en fait en sous-jacent. Se travailler différemment, c'est pas opposer la machine à l'humain, c'est au contraire trouver le bon mix entre la machine et l'humain. On a un peu trop souvent, alors je sais que ça va peut-être faire hurler certains d'entre vous, mais considérer que la faible valeur ajoutée était pour la machine et la forte valeur ajoutée était pour l'humain. Je pense que cette dichotomie-là est morte. Parce que c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est d'apporter la bonne valeur ajoutée et que pour certains sujets, la plus forte peut être apportée par la machine et pour certains autres sujets, la plus forte peut être apportée par l'humain. Donc toute cette réflexion de valeur qui peut être différente en fonction du besoin, de la nécessité, du business model et de la performance nécessaire à l'entreprise nécessite une réflexion et un mix humain-machine qui est très important. Donc face à ça, il y a les compétences, face à ça, il y a les sujets de risque, puisque c'est quand même ta thématique. Et le risque, c'est pas décidé par un juriste, c'est décidé par une direction générale, une direction juridique, et ça doit être une culture risque. Alors c'est facile à dire, la culture risque, c'est très compliqué à mettre en place dans les entreprises, parce que chacun veut avoir sa propre mesure de son risque. Ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte qu'on ait tous la même mesure du risque pour notre entreprise, qui sera différent évidemment de l'entreprise d'à côté. Voilà. Mais je ne désespère pas que Atorus ait une très forte croissance dans les mois qui viennent, avec énormément de recrutement, bien évidemment. Alors, tu vois, il y a un truc qui est intéressant. Tu as dit, il n'y a plus de budget, il n'y a plus, etc. Il y a un élément qui a été révélateur sur la crise du Covid. C'est qu'au moment où on a eu le lockdown, le premier, en fait, le premier réflexe des dirigeants, en tous les cas autour de moi, ça a été de se retourner vers son directeur juridique et lui dire, OK, gars, comment on fait pour revoir tous les contrats? Comment on met en place les cas de force majeure? Comment ça se passe? Et ce qu'on a pu voir, en tout cas, c'est une tendance que mes clients et ce que j'ai pu constater par rapport à d'autres secteurs de recrutement, c'est que finalement, nous, sur les activités juridiques, on n'a pas été tant impacté que ça parce au contraire, on a montré l'importance de nos fonctions pour le business. Donc, en ce qui nous concerne, je pense que justement, on a été dans cette bonne attitude de dire, ben voilà, on va vous trouver des solutions. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a quand même une carte à jouer, et il y aura une carte à jouer dans les prochains mois, c'est sur la posture du juriste, entre la limite entre le risque, c'est pas possible, le risque, c'est possible, mais voilà comment on va faire. Oui, mais alors, tu vois, Marie, là, je pense que ce que tu dis permet vraiment de rentrer dans le sujet sur finalement comment dans un environnement qui est très incertain, très instable, où on sait tous, à un petit niveau ou à un niveau plus important, plus général, plus collectif, on doit trouver de nouvelles solutions, de nouveaux chemins, parce que le futur, on ne l'identifie pas totalement. Comment, d'une certaine manière, réconcilier le fait que l'ADN du juriste n'est pas de prendre des risques? Tu viens de le dire, tu viens de dire, on est retourné vers la direction juridique ou parfois vers les avocats en leur disant, voilà, comment vous pouvez nous aider dans nos contrats, mise en sécurité, etc. Donc, très concrètement, ça c'est le rôle historique confié aux juristes, quelle que soit la structure d'activité. Accompagnez-nous, mettez-nous en protection, en sécurité par rapport à certains types de risques. Est-ce que, face à cet ADN, parce que nous tous juristes ici, on n'a pas été formés à être préparés à prendre des risques, d'accord? On a été formés à proposer des solutions à des décideurs qui, eux, vont décider de prendre des risques ou pas des risques par rapport à un environnement réglementaire, une jurisprudence, le contenu d'un contrat, etc. Est-ce que cette histoire des juristes à travers le temps, sans vouloir être dans la caricature, est-ce que ça permet quand même aux juristes, quand il doit le faire dans ses propres équipes, sur des questions de business model, sur des questions de gouvernance, sur des questions de management des talents, sur des questions de nouvelles solutions à proposer à ses clients externes ou ses clients internes, à savoir l'entreprise pour les directions juridiques, est-ce qu'on peut réussir à réconcilier l'ADN du juriste
à qui on ne demande pas de prendre des risques et qui donc n'a pas été construit dans une logique de prise de risque, d'une part, et l'ADN, parce que je vais pousser jusque-là, je pense que c'est une incidente importante du sujet, l'ADN des innovateurs. Par définition, l'innovation, c'est la prise de risque. Si tu n'as pas été, si je puis dire, picousé, entre guillemets, entraîné, formé, éduqué à être dans une posture qui permet de prendre des risques, alors mesurés, etc., bien évidemment, mais à prendre certains risques, tu ne le feras pas, et c'est ce qui explique d'ailleurs que, il y a beaucoup de contre-exemples, bien sûr, mais je pense que globalement, encore aujourd'hui, en direction juridique et peut-être encore plus en cabinet, il y a souvent des freins conscients ou inconscients qui sont mis, qui sont faits, d'accord, qui sont créés pour éviter l'innovation, notamment quand elle est digitale. Olivier, c'est un sujet qui est important, mais je reviens sur ma notion de culture risque, c'est que le zéro risque, c'est pas possible, c'est zéro business, et la non maîtrise, c'est possiblement le mur très très vite que peut se prendre l'entreprise. Donc il faut qu'on trouve le curseur où il faut le poser, sachant que, pour moi le rôle global du juriste, il est sur trois sujets, qui est à la fois le risk management, à la fois l'innovation juridique et à la fois la réduction des coûts de transaction, puisque en fait, on est bien au cœur, le juriste est bien au cœur de cette notion de coût de transaction et d'être en capacité de les réduire ou de démontrer qu'on va pouvoir fortement les réduire ou les annuler en internalisant et non pas en externalisant un certain nombre de sujets de l'entreprise, je parle. Donc, il va falloir que sur ce travail de juriste, qui est en fait un travail, même si j'aime pas cette expression, mais c'est la réalité de l'expression de vrai business partner. C'est-à-dire, pour moi, le business partner, c'est celui qui comprend les besoins de l'entreprise, les besoins du client. Vous savez, il y a un exercice qu'on fait souvent en direction, qu'on appelle alors en bon français, le stakeholder mapping, c'est-à-dire de cartographier toutes les parties prenantes de la direction juridique et puis de demander aux juristes de nous dire quels sont les trois sujets business de chacune de ces parties prenantes. Je n'ai pas dit les trois sujets business juridiques, j'ai dit les trois sujets business, comme si vous aviez le DG en face de vous, il vous donne les trois priorités, le directeur marketing ses trois priorités, le directeur financier ses trois priorités, etc. Et si déjà on n'est pas capable de faire cette cartographie-là, et je peux vous dire que cet exercice souvent donne de belles et de moins belles surprises aux directeurs ou à les directrices juridiques vis-à-vis de certains juristes, déjà on n'est pas bien parti. On n'est pas bien parti. C'est que après on va parler d'anticipation, de proactivité. Je dis juste, c'est impossible. Si tu ne sais pas où je vais, tu peux pas être proactif puisque tu ne sais pas où je vais. Donc être proactif, c'est où je vais avant moi en fait. Donc si on n'arrive pas à travailler sur ce sujet-là, voilà. Et donc cette prise de risque qui est faite par le management. En fait, on éclaire le management, mais comme l'a dit Christophe, c'est bien le management qui doit à un moment donné prendre un risque. Il faut que je me rapproche aussi de ce management pour savoir jusqu'où il souhaite aller. Je suis pas en train de parler par rapport à la loi, est-ce qu'il veut dépasser ou ne pas respecter la loi, mais jusqu'où il est prêt à prendre des risques. Et ça nécessite une discussion sans cesse avec son business, avec sa DG, avec ses opérationnels, pour que peut-être en travail de maïeutique, on arrive à un moment donné à se dire, OK, le curseur, je vois où on le met ici. Et on le mettra une fois encore ailleurs dans une autre structure. Marie, si je peux rebondir très très vite sur ce que vient de dire Olivier, je pense qu'il y a vraiment deux sujets différents. Il y a le sujet de les conseils, les avis, les recommandations, les solutions qu'une direction juridique ou un cabinet ou un prestataire du droit, quel qu'il soit, va faire à des décideurs pour que le décideur puisse prendre une décision, c'est son rôle en connaissance de cause. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est comment, par exemple, une direction juridique va se réinventer pour proposer ses solutions différemment que ce qu'elle a pu faire pendant des années et des années. Même chose pour un cabinet. Je pense que c'est vraiment deux sujets différents. Il y a le travail du juriste pour éclairer la prise de risque pour un décideur ou une équipe de décideurs, décideuses, d'une part, et d'autre part, il y a la prise de risque dans l'organisation, le séquencement des solutions et des recommandations juridiques par une équipe juridique, quelle que soit la structure d'exercice. Mais le risque reste au cœur, mais ce sont deux sujets différents. Et je pense que, j'en connais, je pense qu'on en connaît tous ici,
Il y a je vais prendre là encore le vocable générique des prestataires du droit qui sont remarquables dans ce qu'ils apportent comme solution pour éclairer leurs clients, les aider à la prise de décision, et le décideur, il met le curseur là où il l'entend, là où il l'a prévu en matière de risque, mais qui ne sont pas forcément innovants dans la façon dont ils procurent leurs solutions, parce qu'ils ont, eux, organisationnellement et culturellement, une aversion, voire une répulsion pour le risque. La preuve en est, c'est que pourquoi, par exemple, il y a aussi peu de business model de cabinet qui évoluent. Alors, je sais qu'Olivier aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pourquoi il y en a aussi peu? Il y a des explications, et elles sont, je pense, beaucoup culturelles. Il y a culturel et tu vois, je vais rebondir sur ce que disait Olivier. Moi, je vais vous partager un cas d'école d'un client qui nous a contacté, c'était vers le 20 décembre, un cas d'école. Tu te dis, ça n'arrive que dans les films et pourtant non, c'est arrivé chez nous, chez un de mes clients. L'entreprise en question a une période de difficulté, ils ont des gros problèmes, limite on passe en cessation de paiement, peu importe. Ils sont vraiment dans des contextes très compliqués techniquement, donc ils font un recrutement et ils vont aller prendre une personne, donc moi je n'étais pas sur le dossier à l'époque, ils vont aller prendre une personne qui va être très dans le contrôle. Alors là, ils ont pris la personne limite rigide. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pris la personne qui vraiment a dit non à tout, a bloqué tout le monde. Donc, ils ont vraiment eu un moment où la fonction juridique était devenue la porte à non, quoi. Donc, vraiment, les têtes à claque, plus personne n'en voulait en entendre parler. Donc ça, ils font ce premier recrutement qui n'est donc pas très heureux dans le contexte. Ils font un deuxième recrutement. Cette fois-ci, ils se disent « Ah, ben alors moi, je veux une personne qui soit hyper douce, hyper flexible, machin, etc. » Donc, ils ont fait l'inverse, vraiment le profil purement inverse. Ils ont pris une personne qui est sûrement très bonne techniquement, mais qui est un bisounours. Donc, elle a tout lâché. Et donc, résultat des courses, les commerciaux, c'est devenu des cow-boys. Enfin, le truc est complètement… on est parti dans un inverse, mais complet. Et quand le client vient me voir, il me dit « Non, mais en fait, là, ça ne va pas, quoi. » Donc, il nous faudrait quelque chose qui soit au milieu, exactement comme vous l'avez indiqué, c'est-à-dire OK, il ne faut pas prendre n'importe quel risque et en même temps, il ne faut pas nous empêcher de tout. Et la difficulté aussi, c'est de trouver ces candidats où on est au juste milieu. Quand je dois prendre un risque, je le fais, je l'explique et je le couvre au maximum. Et quand on ne peut pas, on va être ferme, on va dire non et on va l'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on invite en tous les cas les candidats, c'est dans leur manière de communiquer, parce qu'il y a aussi ça, il y a dans la communication, c'est travailler sur, OK, quand je présente un sujet, si c'est non, j'explique pourquoi, si c'est non, oui, OK, tu tranches, c'est ton problème, mais cette notion de communication est super importante et ceux qui me disent, moi je suis désolée, quand j'entends les gens me dire « Ah mais c'est pas ma formation, moi je suis juriste, c'est pas mon sujet », mais en fait si, en fait tout s'apprend, c'est une question de volonté de s'adapter au marché, quoi. Oui, mais tu sais, je pense que, comme disent alors, je ne suis pas un fanatique de balancer des anglicismes en veux-tu, en voilà, mais comme disent les Américains ou les Anglais, one size does not fit all. Ce que je veux dire par là, c'est que une direction juridique, mais alors je sais qu'il y a des directeurs juridiques, j'en ai vu au moins un là, très bien qui partagent avec nous leur expérience, parce que moi je suis toujours très prudent dans ce que je dis par rapport à ça. Je vois les choses de façon alors impliquée, parce que ça fait quand même des années que je travaille sur ces sujets-là, mais sans être au sens strict un directeur juridique. Donc, jamais je viens donner de leçons en disant vous devriez faire comme ci, comme ça. Non, je connais bien mieux leur métier que moi, mais je vois ça un peu comme, à mon humble niveau, Lévi-Strauss qui fait un peu d'ethnologie et qui essaie de comprendre les systèmes vivants. Mais tu peux pas, une direction juridique ne peut pas jouer contre son camp. C'est-à-dire que si l'entreprise, à un moment donné, et même au-delà du moment, dans sa culture, joue beaucoup en défense ou joue beaucoup en attaque, a une forte aversion pour le risque ou a une très faible aversion pour le risque, forcément, ça conditionne ta raison d'être, tes missions, la façon dont tu vas les vivre, etc., etc. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que parfois, c'est un équilibre qui est trouvé, parfois, il n'y a pas d'équilibre parce qu'il y a une position, il y a une culture qui est tellement forte que soit il va falloir que la direction juridique contrebalance. Et je pense qu'il y a un sens dans lequel c'est plus facile pour elle de le faire, c'est que quand une direction juridique doit contrebalancer
je reprends ton expression, des cow-boys ou des opérationnels, des commerciaux qui sont très agressifs, parce qu'il y a des parts de marché à conquérir, il faut faire du chiffre, je disais, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc là, il va falloir contrebalancer. En revanche, l'inverse est peut-être plus compliqué. C'est-à-dire que est-ce qu'une direction juridique dans une entreprise qui a une forte aversion pour le risque peut-elle avoir porté des propositions d'innovation et dire, mais vous savez, là, on pourrait faire autrement, s'en sortir autrement et être beaucoup plus offensif parce qu'on a des moyens de lever un petit peu la chape de plomb réglementaire ou du droit positif. Ça, ce n'est pas forcément dans l'ADN des juristes. Ça se travaille au fil du temps, etc. Donc, je pense que c'est aussi quand même, avant tout, une question de culture. Et dernière chose, après je me tais, ce qui veut dire aussi que dans les relations recruteur-recruté, enfin, quand je dis moi, c'est pas de moi, c'est que nous, au niveau de l'Institut, ce qu'on adorerait, ce qu'on trouverait génial, c'est qu'à un moment donné, les structures, les équipes juridiques qui recrutent, cabinet, direction juridique ou autre, disent voilà, nous, les compétences dont on a besoin, ce sont celles-ci parce que ça correspond à nos valeurs, à notre culture, à nos objectifs. Si vous pensez avoir ces compétences-là, vous êtes les bienvenus. Si vous ne les avez pas, vous serez peut-être mieux ailleurs. Et ça permet, je pense, d'éviter un certain nombre de déceptions réciproques. Dernier élément, nous on le voit là dans les travaux qu'on est en train de faire sur le référentiel de compétences et ce qu'attendent les directions juridiques ou les cabinets d'avocats, ce que donnent à voir les résultats de l'étude qu'on a faite auprès de 100 leaders du droit, qu'on a publié, etc. Et ce que donnent à voir les résultats qu'on est en train de traiter, où on a pris un panel de directeurs juridiques, avocats dans le secteur du digital entertainment, donc c'est jeux vidéo, télé en ligne, musique en ligne, etc. Il y a des différences alors il y a des points communs, mais il y a quelques différences assez notables, et notamment, manifestement dans ce secteur-là, dans les compétences, on attend très fortement la créativité, le sens de l'innovation, y compris de façon transversale, ce qui n'était pas une des compétences qui ressortait vraiment sur le panel des 100 leaders du droit. Voilà. Et maintenant, je me... Si tu veux, sur la notion de compétence, il y a un truc qui est très dur, c'est que, en fait, en général, une équipe juridique, un DRH ou un DAF ou un DG qui vient nous voir et qui nous demande de recruter son directeur juridique, il n'a pas la pleine notion de ce qu'il recherche, donc de lui-même, et même un directeur juridique sur ses équipes, je me suis rendu compte avec les années ils vont avoir une idée de ce qu'ils vont avoir besoin, ils vont se dire, ah ben voilà, moi je suis surchargée, donc je vais avoir besoin d'une personne qui va m'aider sur mes contrats, sur ceci, sur cela, mais de lui-même, ils vont peut-être, c'est normal, ils sont dedans, c'est un peu dur d'avoir de l'objectivité par rapport à la situation, ils vont avoir du mal à décrire ce que tu viens de décrire, à savoir les soft skills en fait. Et en fait, l'intérêt quand on passe par un cabinet de recrutement, c'est justement, nous, on va être révélateur de ça. Et en fait, il y a plein de choses qui ne s'expriment pas à voix haute. Il y a plein de choses dans la communication non verbale qui vont être essentielles dans un recrutement parce que finalement, l'environnement dans lequel on va travailler, etc. Par exemple, un truc très simple, si la direction juridique est sur un plateau ou s'ils sont dans des bureaux fermés, ça ne sera pas du tout les mêmes profils qu'on va recruter. Donc pour nous, ce qui va être important dans nos recrutements, c'est faire cette analyse-là. Ce qui va être dur pour une personne qui recrute pour elle-même, c'est justement de te dire, Christophe, moi j'ai besoin de ABC, parce qu'eux-mêmes, finalement, ils en sont pas totalement confiants, en fait. C'est d'où, je pense, la vertu, entre guillemets, ou l'intérêt, même si ça prend du temps. Et effectivement, quand tu es le nez dans le guidon avec des choses très opérationnelles, alors, surtout en ce moment, trouver un petit peu de temps pour se poser et puis voir les choses de façon un peu plus macro en se disant, bon, finalement, si le travail n'a pas déjà été fait, qui est-on? Raison d'être. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos missions? Quels objectifs on a? Et par rapport à ça, quelles compétences il nous faut au sein d'une équipe? Une fois que tu as fait ça, ça permet, comme tu viens de le dire, justement, de savoir que recruter quelqu'un qui est, là encore, je parle sous le contrôle de celles et ceux ici qui recrutent des profils comme cela, mais recruter quelqu'un qui est très bon en droit des contrats, aussi bien dans la partie négo que dans la partie exécution, suivi, etc., il y en a, je pense, un paquet sur le marché. Ensuite, tous les ingrédients additionnels qu'on va mettre. Est-ce que je veux quelqu'un qui est plutôt très innovant, quelqu'un qui a le sens du travail en équipe? Ça peut sembler, ce que je dis, du registre de l'évidence. Ce n'est pas forcément le cas.
c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a des gens qui savent travailler en groupe, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils savent travailler en équipe, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il y a vraiment un effet très vertueux à formaliser ça, à le rendre transparent, parce qu'à ce moment-là, ça c'est de la marque employeur, le message il n'est pas déceptif. On connaît combien de personnes, notamment en cabinet, qui ont été recrutées, et qui au bout de quelques temps se sont dit, mais alors à la fois, qu'est-ce que je fais là? Et de l'autre côté, si je puis dire, mais qu'est-ce que cette personne fait avec nous? C'est souvent pas un problème de qualité d'expertise, c'est un problème de correspondance, de match entre ce qu'on attendait comme compétences, et au-delà des compétences, hein, comme mindset, comme culture, d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est pour ça, pour revenir sur le risque, qui est notre sujet, ça me fait beaucoup penser tu sais, à toutes ces discussions qu'on a dans les entreprises sur les valeurs. En fait, les gens vont finir par avoir des dialogues entre eux sans du tout se comprendre. Et en se disant d'ailleurs, comme Humpty Dumpty dans Lewis Carroll, les mots veulent dire exactement ce que je veux qu'ils disent. D'accord, mais par rapport à ton récepteur, lui, il a peut-être une autre interprétation du mot. Et je vois que tout à l'heure, Christophe, à juste titre, a fait la dichotomie entre les risques entreprises et puis les risques pris dans notre pratique de juriste. On voit des cartographies des risques globales, des cartographies des risques de corruption, et on voit poindre de plus en plus d'ailleurs des cartographies de risques juridiques. Et quand on fait l'exercice, il est quand même très intéressant de le faire de façon collaborative et interactive pour qu'on puisse mettre le doigt, et on voit d'un seul coup une équipe juridique, je parlais tout à l'heure du curseur, d'arriver à ce point commun sur justement 10, 12, 15, 20 risques juridiques, parce que quand on fait une cartographie globale, in fine, dans tous les risques, on va retrouver toujours les 2-3 risques juridiques, le reste étant pas des risques juridiques en tant que tels. Mais quand on fait une cartographie des risques juridiques, on est en train de discuter entre juristes des 20, pour faire simple, ou 15 risques juridiques. Et quand on commence à discuter justement, mais qu'est-ce que tu mets derrière ce risque? Qu'est-ce que tu mets derrière l'impact? Qu'est-ce que tu mets derrière cette occurrence et la probabilité? On voit que se forme, parce qu'il n'y a plus un mot, mais des mots, une sémantique du risque qui va en fait souder cette équipe et commencer à créer cette culture. Et mon analyse dans mon coin deviendra la même que mon copain Christophe dans l'autre bout du bureau ou dans d'autres locaux ou en télétravail chez lui, parce qu'on a eu ce travail sémantique en fait, de l'identification de ce risque, de ce qu'il veut le dire et ce qu'il veut dire en tant qu'impact sur notre entreprise. Et donc ce travail-là, il est quand même très essentiel, parce que sinon, on va tous parler de risque sans jamais avoir une définition commune de ce risque. Chacun a une bonne définition, c'est la sienne. C'est pas mon sujet. La bonne définition, c'est celle de l'entreprise. Et à force de discuter, au bout d'un moment, moi, peut-être que je mettrai de l'eau dans mon vin, ou peut-être que je mettrai un petit peu de vin dans mon eau, mais on arrivera à trouver justement ce bon curseur. Et ce n'est que par l'échange entre juristes autour précisément d'un risque. Oui, de juristes. Et alors moi, tu vois, j'irais encore plus loin, mais aussi avec les autres personnes de l'entreprise. Parce que la difficulté qu'on peut avoir, cette perception du juriste qui va parler dans des termes que les gens ne vont pas forcément comprendre, et ça peut effrayer. Et en fait, quand tu ne comprends pas, juste tu dis, non, je ne vais pas les voir, c'est trop compliqué. Et donc, résultat des courses, ça rend le juriste un peu dans sa tour d'ivoire qui va s'enfermer à parler avec ces termes que personne ne va comprendre. Alors qu'à l'inverse, pour moi, un bon juriste, et tu vois, on parlait d'une notion de business partner. Chacun met ce qu'il veut là-dedans. Hein. C'est un peu, voilà, c'est un terme qui veut dire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais pour moi, un bon business partner, c'est la personne qui va réussir à simplifier le droit, qui aura la capacité d'identifier le risque et, comme tu l'as dit, faire partager avec les autres personnes du COMEX, les autres personnes de l'entreprise, mais tout le monde, l'importance de faire du droit quelque chose qui va les aider, plus qu'un frein ou un moteur ou un empêcheur de deal, quoi. Et le partage dont je parle, à mon humble niveau, je le trouve très sincèrement essentiel. Parce que quand on va dans la direction et qu'on aborde ces sujets-là, on a en face des gens qui disent « Attends, de toute façon, ça, les risques juridiques, t'inquiète, c'est mon affaire, je m'en occupe. » On les connaît, les risques. Mon sujet, c'est pas est-ce que tu les connais, c'est est-ce que tu partages ton appréhension et l'impact possible de ce risque avec l'ensemble de ta direction, puis après avec l'ensemble des directions. Je ne suis pas en train de dire que tu ne connais pas les risques. Je suis en train de dire que tu n'as pas un langage commun autour du risque. Exactement. Et puisque Christophe
vient de nous annoncer qu'il était un peu le Lévi-Strauss du droit. C'est comme Lévi-Strauss, c'est que Lévi-Strauss, qu'est-ce qu'il disait? Il disait une culture, c'est un partage de valeurs, un partage de langage et donc un partage de comportement. Si on arrive à avoir autour du risque, autour des risques, un partage de langage, un partage de valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise, et un partage de comportement, on va commencer à créer cette culture risque. Mais alors attention, j'aurais peut-être mieux fait de me taire parce que je ne me prends pas pour le Lévi-Strauss du droit. Non, mais oui, mais trêve de plaisanterie, en voyageant, alors là en interne, en rencontrant les autres, ils te changent, mais tu les changes aussi un petit peu. Donc, moi je pense que, parce que vous l'avez dit, d'ailleurs quand on discute par exemple avec nos amis de la FJE, ils disent, c'est vrai que maintenant aujourd'hui, DJ, business partner, etc., c'est devenu un petit peu tarte à la crème. On en parlait déjà il y a 10 ans, c'est derrière nous. Ça, je l'entends volontiers, très très clairement dans beaucoup de cas. Et je pense que l'étape d'après, c'est de mettre en place dans les directions juridiques, mais c'est vrai aussi dans les autres structures d'exercice, les conditions pour qu'une DJ soit un acteur innovant, soit un acteur de l'innovation, parce qu'il y a une myriade de travaux en dehors du droit, mais qui commencent aujourd'hui aussi à exister dans le champ juridique, qui montrent que les organisations les plus performantes, les organisations qui créent le plus de valeur pour leurs stakeholders, pour leurs actionnaires aussi, mais aussi pour les membres des équipes, ce sont les organisations qui sont innovantes. Or, c'est pas, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas dans l'ADN du juriste. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'apprendre chemin faisant, surtout s'il fait les bonnes rencontres, mais ce n'est pas dans son ADN. En tout cas, moi, je le dis volontiers pour moi, être innovant, ce n'était pas dans mon ADN. Je devais être capable de partager la connaissance juridique, de dire le droit éventuellement ou de l'expliquer si on me le demandait, de pouvoir suggérer, faire des recommandations, des avis, etc. Mais on ne me demandait pas d'être innovant. Or, s'il y a une aversion pour le risque au départ, on ne peut pas être innovant, ce n'est pas possible. Donc comment, et là on revient au curseur que vous évoquiez, à la fois pour une équipe juridique, garder ce sens de l'ange gardien, si je peux prendre l'expression, qui permet d'accompagner l'entreprise dans ses prises de risques opérationnelles, business, stratégiques, économiques, et en même temps être un acteur de l'innovation, aussi bien en interne à la DJ d'un point de vue organisationnel, au sens large du terme, mais aussi dans ce qu'elle peut proposer comme solution. D'ailleurs, il y a quelques années, on faisait un exercice, quand on demandait à des équipes juridiques de nous donner quelques qualificatifs de ce qu'ils sont, le mot créatif n'apparaissait jamais. Or, un juriste, pourquoi il serait moins créatif que quelqu'un du marketing? Pour prendre un exemple facile, il n'y a pas de raison. C'est juste que ce n'est pas forcément ce qu'on attendait de lui, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demandait, ce n'est pas forcément le miroir qu'on lui présentait. Et on le sait tous, hein, je ne suis pas psychologue non plus, je ne veux pas faire de psychologie de café du commerce, mais on est tous aussi quelque part dépendants, parfois notre corps dépendant, de ce qu'on voit dans le miroir, de ce qu'on nous renvoie comme représentation. Donc, si la représentation qui est renvoyée aux juristes, c'est on ne vous demande pas d'être innovant, il y a d'autres personnes dans l'entreprise à qui on demande, il faut combattre cette représentation et il y a différents moyens de le faire. Mais vous voyez, ce que j'évoque, c'est vraiment l'enchaînement. Aversion pour le risque conduit à un défaut, un manque, voire une absence totale d'innovation. Or, aujourd'hui, on ne peut pas, je pense, être performant dans une équipe juridique si on n'est pas aussi des innovateurs. Et tu veux peut-être prendre la parole 2 minutes sur ce sujet Oui, bonjour à tous. J'étais très intéressé, intrigué par ce que vous disiez sur l'appétence au risque et un petit peu les caractéristiques soft des juristes au-delà de la connaissance juridique. Oui, il y a un point sur lequel je passe beaucoup de temps lors du recrutement, c'est tous les sujets de la culture commerciale, la culture du business, et notamment en demandant aux candidats qui décrivent le business model
non pas ce qui est sur la page, sur le site de l'entreprise, mais vraiment comment ils gagnent de l'argent. Ça permet souvent d'ouvrir un bon débat sur leur compréhension de la cartographie des risques au niveau des actions juridiques, enfin, au niveau du business, et comment eux supportent ça au niveau du juridique. Et je pense qu'il y a une vraie évolution du juriste gardien du temple. Il faut que ça reste dans une certaine mesure. Et ce qui est en général assez flagrant, c'est les juristes qui ont cette connaissance, cet appétit pour le business assez fort, c'est les gens qui vont être les plus proches des opérationnels. Et donc, la pertinence des avis juridiques, la compréhension des risques va être absorbée beaucoup plus en amont. Ils n'ont pas d'analyse à faire, ils comprennent exactement dans tel ou tel marché les risques les plus prégnants qui vont exister. Et c'est pour ça, enfin, je sais que j'insiste toujours sur la culture économique et commerciale des candidats. Moi, tout à fait, je partage votre point de vue. C'est important que les candidats ils aient cette culture-là. Et bon, je sors un peu de purement ce qu'on se dit là, mais dans les soft skills, c'est une question qu'on nous demande souvent. C'est comment vous faites pour évaluer les soft skills? En fait, c'est très simple. En entretien d'embauche, il y a 2 types de questions. Il va y avoir des questions ouvertes et des questions fermées. Une question fermée, ça va être très technique. Un SPA, qu'est-ce qu'il y a comme clause dans SPA? Voilà, ça c'est fermé. On veut des réponses précises. À l'inverse, on va avoir des questions qui sont beaucoup plus ouvertes et c'est là où on va aller peut-être voir comment la personne est structurée, voir comment la personne a constitué sa culture commerciale, sa culture d'entreprise. Et c'est là où on va aller creuser, nous, les soft skills. Alors, dans la question ouverte, ça peut vraiment être de tout, mais il y a une partie aussi où on va aller viser ces sujets-là. Voilà. Alors après, oui, peut-être que Christophe, tu veux rebondir aussi sur ce que disait Émilie? Non, en même temps, je faisais juste, enfin, pas une réponse universelle, hein, mais d'un point de vue par rapport à la question, effectivement, ça c'est parfois aussi un défaut, entre guillemets, c'est que quand on parle d'innovation, on a parfois tendance à la limiter à l'innovation technologique, oui. Alors que l'innovation, elle peut être dans le business model, dans les process, dans le management, dans la gouvernance, dans l'organisation, dans la rémunération. Je pense là encore, en particulier, mais pas que, au cabinet d'avocats. Voilà, et aussi à la motivation, et la rémunération en fait partie, on donne aux individus pour se projeter dans leur carrière et aller vers quelque chose de différent. Qu'est-ce qui va motiver un juriste à s'impliquer pour prendre un poste de management? Qu'est-ce qui va motiver un avocat collaborateur ou counsel pour devenir partenaire? Peut-être qu'il y a là encore des formes nouvelles, des modes nouveaux, des innovations à trouver. Donc évidemment, l'innovation, elle peut être technologique, mais une fois de plus, ça peut pas être, elle n'est pas que technologique. Et l'innovation juridique est un sujet qui est très important, avec cette croissance normative qui vient de partout et de nulle part, et cette extraterritorialité, où à un moment donné, la réponse n'est pas toujours la même et n'est pas toujours aussi simple, et qu'il va falloir jongler entre différentes réglementations, lois, etc., pour trouver la bonne innovation juridique. Donc, c'est pas toujours, bien évidemment, de la technologie, c'est pas toujours quelque chose qui va chambouler et faire un feu d'artifice. C'est des fois le tout petit, et les juristes le savent très bien, le tout petit truc qu'on a trouvé. Alors, c'est pas une innovation de 10 tonnes, c'est une petite innovation tête d'épingle, mais qui, hop, permet de faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire ou qui aurait coûté très cher à faire ou qui aurait fait prendre des risques à l'entreprise. Donc, le sujet d'innovation juridique, pour moi, il est vraiment clé dans la valeur que le juriste d'entreprise apporte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la mesurer, il faut la démontrer aux entreprises et aux opérationnels. Hein. Et l'histoire du droit, on est rempli. Je veux dire, on sait tous, souvenons-nous, alors ça remonte à des années, la création, l'invention, si je puis dire, du contrat de franchise, c'est une innovation juridique. Alors pour le coup, ça a été une innovation majeure. Plus récemment, quand on connaît un peu le dessous des cartes, comment ça s'est passé, l'ouverture des drives, qui est à la fois une opportunité de développement et de croissance dans le retail, ça a été aussi une innovation juridique parce que ça a permis aux acteurs du retail de trouver des relais de croissance en dehors des limites des règles d'urbanisme commercial. C'est aussi, je pense, un exemple intéressant d'innovation juridique. Donc, l'innovation,
totalement d'accord avec toi, Olivier, elle peut être aussi dans l'instrument juridique. Alors ça, pour le coup, c'est une innovation qui doit être portée par les équipes, par les juristes qui connaissent mieux le droit que qui que ce soit dans l'entreprise. Ok, super. Bah, écoutez, je pense on a pas mal, on a pas mal, on a pas mal avancé sur le sujet. Il reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, il y a Pascal qui revient vers nous. Et il y a Valérie Marie aussi. Bonjour Valérie Marie. Les formations juridiques actuelles ne préparent pas au sujet que vous évoquez, nouvelles compétences attendues. Alors là, ça c'est pour Christophe. Si, maintenant, grâce à Christophe. Alors là, Bon, Valérie Marie, tu as fait de la provocation, hein. Non, ou de la promotion, ou de la promotion. Non, moi j'essaie de. Comme tout le monde, hein, je suis corporate, mais j'essaie aussi de ne pas, voilà, de pas saouler tout le monde en parlant de l'EDEC. Mais pour répondre à la question de Valérie en quelques mots, je pense de plus en plus, surtout quand il s'agit de formation. Il y a quand même de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui vont s'inscrire dans des doubles formations, parfois même des triples formations, pour avoir une culture plus riche que celle que moi j'ai pu avoir quand j'ai été formé. Alors ça remonte, hein, il y a plus de 30 ans à la faculté de droit, c'était quand même très monolithique et très monoculturel. Donc oui, de plus en plus. De toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, si on a des jeunes aujourd'hui en formation juridique, sens strict ou sens plus large, qui n'ont pas les compétences requises, ils ne trouveront pas de boulot. C'est déjà assez compliqué comme ça. Après, il y a des compétences qu'on développe au fil du temps. Elles ne sont pas toutes développables en formation. Il y a des choses qui s'apprennent avec des mentors, dans des équipes, dans un contexte professionnel qui n'est pas celui d'une formation académique. Mais oui, de plus en plus. De toute façon, sinon, on va vendre. Si on ne vend que de la formation à la technique juridique, c'est mort. C'est mort. C'est fini. Ouais, Donc, fini. oui, c'est en train de bouger, y compris dans la faculté de droit. Il y a quand même maintenant, si je compare ce que j'ai vécu moi à mon époque et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même des avancées variables en fonction des endroits, mais considérables. Il y a une autre question, la gestion. Non, il y avait avant. Voyez-vous des tendances émerger des profils slasheurs, juriste par exemple, juriste codeur, juriste marketeur? Là, je vais vous partager une expérience d'un de mes clients qui avait réagi à un bad buzz suite aux réseaux sociaux. À l'époque, c'était il y a quelques années, Air France avait fait il y avait eu un commentaire très négatif d'une personne qui n'était pas content d'un remboursement ou d'un non-remboursement de son billet. Et en fait, face à cette réaction, donc un de mes clients qui était une SS2I, s'était dit oh ben moi je vais faire un truc très simple, c'est que pareil, comme je risque d'avoir des gens qui vont pas être contents sur les réseaux sociaux, je vais me faire un juriste community manager. Et donc l'idée c'était quoi? C'était de dire à ce juriste, de lui dire bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place des guidelines pour former des équipes, pour gérer toutes les problématiques qu'on va avoir sur les réseaux. Donc lui, il était juriste contrat / juriste community manager. Et en fait, on s'est rendu compte que l'expérience, en tout cas ce client, hein, s'est rendu compte que ça n'avait pas marché parce que finalement, les gens respectaient bon an, mal an, pas trop. Et donc, on est resté sur le juriste reste juriste, le community manager reste community manager. Donc, en tous les cas, chez mes clients, à ce stade, je n'ai pas encore vu un juriste community manager. Par contre, ce qu'on voit, c'est une évolution de la fonction juridique. On peut voir sur certaines zones, par exemple, dans le contract management, où il va être juriste / avec une dimension commerciale, mais pas sur cette partie-là réellement. En tout cas, chez mes clients. Voilà. Alors après, ça dépend de la définition qu'on donne au slasher. Normalement, Ouais. slasher, c'est celui qui a plusieurs métiers. Donc ça veut dire que c'est pas un métier au sein de la direction juridique, qui peut être juriste la journée et puis il peut être disque jockey le soir. Et puis après être très fatigué le lendemain. Mais ce que l'on voit, Ou l'inverse, Olivier. oui, d'accord, ou l'inverse. Mais ce que je vois comme idée est réel, en fait, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut utiliser des compétences, des soft qui d'ailleurs souvent deviennent des hard skills de différents juristes. Et là, ce qui peut être intéressant, je vous emmène à lire le livre d'Heidi Gartner de Harvard qui s'appelle Smart Collaboration. C'est comment est-ce que non pas parce que on est vieux et donc on est forcément celui qui sait tout et on est jeune et on est celui qui sait rien. C'est comment est-ce que potentiellement d'un seul coup mixer et faire une collaboration où on peut utiliser des compétences autres qui peuvent être la compréhension du digital, le coding, le marketing et d'autres, la gestion de projet, pour pouvoir faire prendre des responsabilités sur certains sujets
plus importante, même si c'est un petit juriste junior, et petit n'est pas péjoratif dans ma bouche, il est toujours mignon, et de se dire qu'un petit juriste junior sur ce sujet-là peut même, alors on va même avoir du reverse coaching, aller travailler sur des sujets et faire monter en compétences les plus seniors, que ce soit au sein de la direction juridique ou au sein des directions opérationnelles. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Il y aura un replay qui sera en ligne dès demain, évidemment. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit à Christophe, à Olivier ou à moi-même. N'hésitez pas à nous contacter. On sera toujours ravis d'échanger avec vous. Voilà. Merci à tous. Merci pour l'invitation encore, Marie. Et comme tu viens, après avoir parlé de casser les codes, on va aller casser la croûte un peu. Ça marche très bien. Merci à tous. Merci Marie. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao Christophe. Au revoir. Ciao, bye bye.